Bienvenue sur le podcast de Quasi Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour, c'est Emna. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Garnier. Carole est une journaliste spécialisée en nutrition et santé et rédactrice en chef du magazine Saveur. Vous pouvez retrouver ses articles dans les magazines comme Top Santé, Vital Food ou encore Docteur Good C'est Bon aux côtés de Michel Simès. Passionnée de cuisine healthy et de tests en tout genre dans sa cuisine, elle est aussi et surtout l'auteure de nombreux ouvrages dont Ma Bible de l'alimentation végétarienne, flexitarienne et végétalienne, Vivre vegan, Mes petites recettes magiques véganes et Mon week-end végétarien aux éditions Le Duc. C'est donc tout naturellement que j'ai eu envie de l'interroger pour démystifier les idées reçues autour de la viande et les régimes végétariens. Bienvenue Carole. Bonjour Emna. Est-ce que vous pourriez vous présenter, car il me semble que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Alors oui, en effet, je suis journaliste. Je suis spécialisée depuis plus d'une quinzaine d'années en santé et en nutrition parce que c'est un domaine qui me passionne. Donc aujourd'hui, je suis rédactrice en chef du magazine Saveur, qui se décline d'ailleurs aussi dans une version Saveur Green, donc vraiment dédiée aux végétariens et à ceux qui veulent consommer écolo et responsable. Et je suis auteure donc de différents livres aux éditions Le Duc et aux éditions Solar. Et aux éditions Le Duc, par exemple, j'ai signé des livres sur j'ai signé la Bible de l'alimentation végétarienne, flexitarienne et végétalienne, ou Mes petites recettes magiques aux protéines végétales. Voilà. Super. Avant toute chose, pour éclairer un petit peu les auditeurs, est-ce que vous pourriez réexpliquer les différences entre végétarianisme, végétalisme et véganisme? Je sais que vous êtes expert dans ces domaines-là et que vous avez notamment beaucoup rédigé sur ces sujets. Oui, alors effectivement, végétarien dans le langage courant va désigner les ovo-lacto-végétariens, c'est-à-dire des gens qui vont exclure la viande et le poisson de leur alimentation, mais qui vont continuer à consommer des œufs et des produits laitiers. Après, il peut y avoir des nuances dans ce mode d'alimentation, mais voilà, je ne vais pas y rentrer forcément. Les végétaliens, ensuite, alors eux ne consomment ni viande ni poisson, mais aussi ni œufs ni produits laitiers, et ils vont rejeter en fait tout produit animal, comme le miel, par exemple, la gélatine qui peut être présente dans certains desserts ou bonbons ou produits industriels, bouillon de viande, etc. Et ensuite, le véganisme, lui, ça va désigner un mode de vie qui exclut tout ce qui a trait à l'exploitation animale. Donc, au-delà du fait que ce sont des gens qui ne vont pas consommer de produits animaux, ils ne vont pas non plus porter de vêtements, par exemple, en laine ou en cuir. Ils ne vont pas utiliser de cosmétiques qui peuvent contenir de la cire d'abeille. Ils ne vont pas aux zoos. Enfin, globalement, c'est un refus complet de toute exploitation du monde animal. D'accord, ok. Et vous, de votre côté, quel type on peut pas vraiment dire de diète ou de régime, mais quel type de mode de vie, on va dire, vous suivez? Alors moi, on va dire que je suis encore flexitarienne, c'est-à-dire c'est l'omnivore éclairé qui va avoir conscience de sa consommation de viande, on va dire, et qui va chercher à consommer de la viande d'excellente qualité, mais peu souvent, et à privilégier ensuite une alimentation plutôt végétarienne. Mais effectivement, j'ai pas encore totalement franchi le pas. Je suis en train. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je pense que si chacun d'entre nous réduit petit à petit sa consommation de produits animaux, c'est déjà un grand pas qui est fait. Et justement, il y a parfois des gros adeptes du végétalisme, du véganisme, du végétarianisme. Et puis, on a aussi des personnes qui sont contre et qui je dirais, critiquent parfois ces modes de vie pour des raisons de santé, en mentionnant le fait qu'il peut y avoir des risques à manger sans viande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu s'il y a des risques et quels ils sont? Alors, le risque de manger sans viande, enfin, le risque à manger sans viande, c'est éventuellement un risque de carence en fer et en certains minéraux. Mais effectivement, c'est un risque qui est très limité à partir du moment où le reste de l'alimentation est équilibré. Des gens qui vont manger du poisson, des œufs, des produits laitiers, par exemple, n'ont quasiment aucun problème s'ils ne mangent pas de viande, à l'exception de se faire éventuellement pour certaines populations, par exemple. D'accord, ok. On reproche du coup parfois beaucoup de choses à la viande pour des raisons de santé, mais aussi parfois des raisons écologiques. Finalement, quels sont les problèmes de manière, si vous devez synthétiser les différents problèmes liés à la consommation de viande, lesquels est-ce que vous citeriez? Avec la viande, le problème, il est éthique, évidemment. Il y a un vrai problème en ce qui concerne les conditions de vie, donc d'élevage et d'abattage des animaux. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens en fait qui disent qu'ils aiment la viande, qu'ils aiment un pot-au-feu ou un steak, mais qui ne veulent plus cautionner en fait ces conditions de vie et ces pratiques.
Après, d'un point de vue environnemental, il y a aussi un problème posé par l'élevage. On a une consommation de viande au niveau mondial qui explose depuis les années 60. Et forcément, nourrir ce bétail va exiger des cultures. Ces cultures elles-mêmes, elles vont exiger des surfaces destinées à la culture et de l'eau pour irriguer. Donc, c'est une cause de déforestation et de consommation d'eau absolument énorme. En parallèle, les élevages sont aussi responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Et on sait aussi que c'est de ces élevages intensifs que partent pas mal de zoonoses, donc ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Donc, c'est une industrie, si je peux me permettre le terme, qui épuise aujourd'hui la planète. Et on a beaucoup parlé du GIEC et des rapports du GIEC. Et effectivement, le dernier rapport pointe la consommation de viande et incite effectivement à réduire sa consommation de viande dans le but de limiter tous les soucis environnementaux. Donc ça, c'est un facteur sur lequel on peut agir. En limitant sa consommation de viande, on a un vrai impact aussi direct sur la planète. Et puis ensuite, d'un point de vue nutritionnel, on a des soucis qui sont liés à des excès de viande. La viande aujourd'hui, l'excès de viande, en tout cas, est lié à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer et de surpoids. On a l'étude Nutrinet Santé qui a fourni énormément de chiffres et de données. Et aujourd'hui, on sait que les personnes qui mangent le plus de viande rouge, c'est-à-dire près de 100 grammes par jour en moyenne, ont un risque de développer un cancer supérieur de 30% par rapport aux gens qui mangent le moins de viande rouge. Alors, près de 100 grammes par jour, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, c'est pas beaucoup pour d'autres. On a des gens qui consomment encore de la viande rouge quasiment tous les jours. Et c'est vrai que c'est une quantité qui peut poser problème. Les autorités de santé recommandent de limiter la viande rouge à 500 grammes par semaine à peu près. Et les charcuteries, on a aussi un seuil qui est défini, qui est de 25 grammes par jour. Parce qu'en fait, on a aussi des chiffres qui montrent que la viande transformée, donc les charcuteries par exemple qui contiennent des nitrites, sont également classées comme cancérogènes pour l'homme. D'accord, merci beaucoup. Et si on veut quand même en consommer un petit peu et comme vous, réduire, mais tout de même de temps en temps en consommer, comment est-ce qu'on peut faire pour choisir la bonne viande? Où est-ce qu'on peut aller? Comment on peut faire pour se renseigner? Est-ce qu'il y a des labels qui existent? Alors, effectivement, c'est vrai que la viande bio, la viande label rouge sont deux labels qui vont nous assurer d'une qualité à la fois en termes de conditions de vie, d'élevage, de nourriture des animaux. Après, si on dispose d'un bon boucher, d'un artisan boucher, hélas, c'est devenu plus très fréquent. Mais si on a un bon boucher à côté de chez soi, on peut y aller, on peut lui demander conseil. Mais dans tous les cas, moi, quand je vois des barquettes, par exemple, de viande en grande surface qui sont bradées, entre le prix de l'élevage, du transport, du conditionnement, etc., on se dit, mais en fait, où est le prix de la viande? Donc, voilà, moi, vraiment, je pense qu'il faut absolument fuir la viande à prix discount. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est vraiment à proscrire. Donc voilà, aller effectivement chez un artisan boucher qui va pouvoir nous garantir une traçabilité, l'origine de la viande, et puis idéalement, privilégier un label quand on peut. D'accord. Et alors, en termes d'alternatives, si on veut réduire ou voire même complètement supprimer sa consommation de viande, qu'est-ce que vous recommandez? C'est vrai que si on veut entamer une transition vers un mode de vie plus végétarien, si on mange toujours du poisson, des œufs ou des produits laitiers, on peut arrêter la viande sans problème. À la limite, ça va plus être une question d'habitude parce il va falloir un moment d'adaptation, le temps de trouver un peu de nouvelles recettes, une nouvelle routine de menu, parce qu'il y a des gens qui vont être habitués au poulet rôti le dimanche midi, par exemple, ou à se préparer des salades avec du jambon. Donc, il peut y avoir un petit moment d'adaptation, le temps de trouver un peu de nouvelles recettes et puis une nouvelle routine de menu. Mais c'est vrai aussi que dans une famille où il y a des viandards, par exemple, ça peut être compliqué de changer les repères. Donc, il y a quelques astuces. C'est vrai qu'on peut commencer par instaurer, par exemple, une soirée sans viande ni poisson, où on va tester une recette végétarienne et ça permet de créer aussi un petit moment un peu ludique et sympa en famille. Et puis ensuite, quand on veut vraiment un peu planifier une alimentation végétarienne, planifier un changement, à mon sens, l'astuce, c'est de prévoir ses menus pour pas être tenté de revenir vers ses habitudes. Donc, de prévoir d'avoir toujours des légumes secs et des céréales variées chez soi, éventuellement de préparer certaines recettes à l'avance et de les surgeler, de varier les préparations aussi pour pas se décourager face à une monotonie. Parce que souvent, on pense que manger végétarien, c'est triste, mais c'est surtout parce qu'on voit un peu la même chose, c'est-à-dire d'un côté les céréales, de l'autre côté les légumes secs, mais parce qu'on oublie qu'on peut en fait varier énormément les modes de préparation.
Et si on prépare des houmous, des croquettes, des quiches, des gratins, etc., en fait, c'est une alimentation qui peut être extrêmement créative et gourmande. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment aussi de chercher des recettes un peu partout, dans des livres, sur Internet, etc., et puis de planifier voilà, ces menus. D'accord, ok. Un sujet qui fait toujours débat entre les omnivores et les véganes, c'est celui de la santé. Est-ce qu'on peut être végane et malgré tout en bonne santé? Alors, végétarien et en bonne santé, pour moi, il n'y a aucun problème quand on a une alimentation équilibrée et éventuellement supplémentée. Vegan, en revanche, c'est vrai que c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, si on n'a pas de pathologie chronique, qu'on est en bonne santé à la base et qu'on a une bonne connaissance en nutrition, voire qu'on supplémente aussi, c'est possible. Mais effectivement, c'est quand même pas forcément évident. L'idée, c'est vraiment d'être suivi par un médecin pour faire régulièrement des points et des bilans sanguins pour voir s'il n'y a pas de carence. Et en revanche, si on fait partie d'une population avec des besoins spécifiques, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ou les seniors, à mon avis, il vaut mieux éviter le véganisme. Oui, en effet, c'est vrai que quand on est maman aujourd'hui et qu'on veut nourrir son bébé avec des alternatives forcément au lait maternel, c'est compliqué d'aller trouver des laits avec tous les apports, je dirais, nutritionnels, qui sont des laits végétaux et pas des laits animaux. C'est vrai que clairement, les bébés et les jeunes enfants, ils ont des besoins très, très particuliers. Et ne pas les combler, ça peut avoir des conséquences vraiment graves. Donc, il n'est pas question qu'un bébé ou un nourrisson ou un jeune enfant soit végétalien. La carence en fer, on sait qu'au début de la vie, ça peut avoir un effet délétère vraiment sur le développement cérébral et de façon définitive. Et puis une carence en calcium, ça va fragiliser les os. Donc les laits maternels et infantiles ne doivent jamais, jamais être remplacés par des boissons végétales chez le nourrisson. Et puis on l'a vu ça dans l'actualité à plusieurs reprises, malheureusement. Ça peut être dramatique, donc ça c'est non. En revanche, un enfant qui ne mange pas de viande, mais qui va manger du poisson, des œufs et des produits laitiers, a priori, il n'y a pas de souci. Donc, dans tous les cas, on en parle évidemment au pédiatre au fil des visites de suivi pour qu'ils puissent vérifier l'absence de carence. Et puis, du côté des ados, donc là, pour parler des encore plus grands, a priori, il n'y a pas de souci si c'est un ado qui continue à manger des produits laitiers tous les jours et puis des œufs régulièrement plusieurs fois par semaine. Et à la limite, d'ailleurs, il vaut presque mieux un ado végétarien qui va avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qui va manger des fruits et des légumes secs, des œufs, des produits laitiers, plutôt qu'un ado qui va manger de la viande non-stop et sous forme de burger ou de nuggets. Donc voilà. En revanche, si jamais on a son ado qui veut devenir végétalien, et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus concernés par le bien-être animal, par la planète. Donc, ils sont de plus en plus nombreux aussi à vouloir devenir végétariens ou végétaliens. Donc, dans ce cas-là, il faut en parler avec le médecin parce que c'est vrai que c'est aussi un âge où ils ont des besoins quand même très spécifiques, des besoins caloriques importants, des besoins de protéines importants. Donc voilà, là, s'il veut se passer aussi d'œufs et de produits laitiers, il y aura peut-être besoin d'une complémentation. Donc, on voit avec un professionnel de santé. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce qu'il y a des pièges qu'il faut absolument éviter quand on a un mode de vie qui est végé? En fait, c'est un peu le même souci que quand on est omnivore, c'est-à-dire qu'on peut aussi tout simplement manger déséquilibré. Ouais, donc on peut manger végétarien et trop gras, trop salé, trop sucré, alors que c'est vrai qu'en général, on se dit que manger végétarien, c'est forcément manger sain, voire manger minceur aussi. Pour moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments transformés. On trouve en grande surface beaucoup de simili-carnés, c'est-à-dire ces préparations, alors qu'on n'a plus le droit d'appeler steaks végétaux maintenant, mais disons tout ce qui est galette un peu végétale et qui se présente comme des steaks. Et c'est vrai que la plupart, en fait, ils sont trop gras et trop salés, pas forcément suffisamment protéinés. Beaucoup contiennent des additifs. Alors c'est vrai qu'en rayon, on trouve de tout. On en trouve des plutôt bien, suffisamment protéinés, pas trop gras, et puis d'autres qui sont vraiment des aliments quasiment de la junk food et qui n'ont rien de santé. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à l'achat, bien regarder les étiquettes, bien prendre les moins gras, les plus protéinés, les moins riches en additifs. Donc voilà, ça c'est un piège aussi vraiment végé. Et puis ensuite, on peut manger facilement trop gras si on mange trop de fromage ou trop d'oléagineux, par exemple, ou trop de glucides en mangeant trop de céréales, de pain, de légumes secs. Donc voilà, il y a un petit risque de surpoids aussi. Il faut faire aussi attention quand même à la composition de son alimentation, mais comme un mode de vie omnivore. Oui, et justement, est-ce qu'il y a des nutriments spécifiques qu'il faut éviter? Est-ce qu'il y a des red flags sur les emballages ou quand un consommateur se pose la question de est-ce que je peux le consommer ou pas, s'il voit cet ingrédient-là, il doit se dire à tout prix non, ça, il ne faut pas que je le consomme.
Oui, effectivement, c'est dès que vous voyez un E quelque chose, donc un additif, bon, à la limite, si on a un, peut-être passe encore, mais dès que vous en voyez 2 ou 3, ça reste, enfin, ça devient vraiment un aliment transformé. Donc, le but, c'est vraiment de faire à manger au maximum à la maison à partir d'aliments bruts non transformés. D'accord. Et alors, vous mentionniez régulièrement le fait qu'il faut faire appel à un médecin pour suivre la transition ou pour s'assurer que tout va bien. Il faut notamment passer par des analyses. Donc, on peut faire des analyses de sang pour voir un petit peu quel est le statut, je dirais, biologique du corps. Est-ce qu'il faut le faire de manière régulière? Est-ce qu'on est obligé de passer par un médecin si on veut avoir un régime végétarien ou un régime vegan? Oui, c'est un vrai conseil parce que c'est vrai qu'on a peut-être tendance à se lancer dans un régime ou végétarien ou vegan en se disant que c'est facile, qu'il suffit d'éliminer la viande, le poisson, etc. Et on peut avoir des carences en fer quand même qui sont facilement identifiables et qu'on peut facilement supplémenter. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire suivre. Et puis parfois, on peut passer aussi à côté de certaines carences dont on ne va pas forcément se rendre compte parce qu'on va pas accorder d'attention à certains symptômes, à une pâleur, à une perte de cheveux, peut-être des troubles du cycle chez les femmes. Enfin, il y a des tas de petites carences en fait qu'on peut facilement éviter. Donc oui, on se fait suivre à mon sens par un médecin ou par un nutritionniste qui va être éclairé parce que c'est vrai que les médecins en fait en nutrition sont pas forcément non plus toujours très au fait de toutes les problématiques d'un régime vegan ou végétarien. Donc après, c'est vrai qu'il faut aussi bien se renseigner pour trouver à côté de chez soi un praticien qui va être vraiment calé sur le sujet. Mais un micronutritionniste peut être intéressant, un nutritionniste spécialisé aussi de ce mode d'alimentation peut être intéressant. Voilà, on fait marcher le bouche à oreille aussi pour trouver éventuellement le bon interlocuteur. Mais c'est important d'être suivi. Tout à fait. Et justement, les soucis qui est souvent mentionné pour les végétariens ou pour les végétaliens, c'est la digestion. Comment est-ce qu'on peut bien digérer tout en étant végétarien? Alors, comme les omnivores aussi, il faut vraiment prendre le temps de bien mâcher, prendre le temps de manger en étant assis à table, etc. Après, c'est vrai que les végétariens vont avoir un petit peu plus de soucis de digestion dans le sens où ils vont mettre plus souvent au menu des aliments qui fâchent, entre guillemets, notamment les légumes secs. Or, ce sont des aliments qui vont être riches en FODMAPs, donc ce sont des sucres spécifiques qui sont présents dans un très grand nombre d'aliments, mais effectivement spécifiquement dans les légumes secs, et qui vont fermenter dans l'intestin. Donc la bonne idée, c'est de les introduire progressivement dans l'alimentation. Si on n'a pas l'habitude d'en consommer, par exemple, on introduit d'abord de petites quantités, voire en mélangeant avec d'autres aliments, et puis on voit s'il y a une quantité à partir de laquelle ces aliments-là vont poser problème. Parce que souvent, c'est une question de quantité, on peut en tolérer une petite quantité, puis hop, il suffit de passer un petit peu trop, et là, on commence à ne plus les digérer. Et puis donc, on peut identifier aussi, parce que souvent, les lentilles corail, par exemple, vont être mieux tolérées que les pois chiches ou les haricots secs. Donc voilà, il faut tester un peu chaque aliment isolément pour voir, en ce qui nous concerne particulièrement, quels sont ceux qu'on tolère. Et puis ensuite, les 2 petites astuces aussi, c'est de les faire tremper avant cuisson parce que ça permet de prédigérer certains composés. Et puis les cuisiner aussi avec des épices dites carminatives, c'est-à-dire qui vont limiter les ballonnements, type cumin, graines de fenouil, carvi, etc. D'accord, je ne connaissais pas les épices. Je fais tremper mes lentilles et mes pois chiches depuis longtemps, mais le conseil sur les épices, je le note pour moi aussi. Quels sont les nutriments à surveiller dans un régime végétarien? Alors, c'est vrai que la viande, à l'origine, est une excellente source de protéines d'excellente qualité, de fer anti-fatigue, de zinc qui est anti-infectieux et antioxydant, qui est aussi nécessaire à la bonne gestion de la glycémie et à la cicatrisation, mais aussi de vitamine B12 anti-fatigue. Et puis le poisson est source d'iode essentielle à la thyroïde. Donc en fait, il y a différents cas effectivement en fonction de son alimentation. Si vous consommez encore un peu de poisson, par exemple, si vous faites partie des gens qui excluent simplement la viande, donc si vous consommez du poisson, des œufs et des produits laitiers, dans ce cas, il n'y a pas de souci, les besoins en protéines sont couverts, en acides aminés essentiels donc aussi, ainsi que les besoins en oméga 3, en fer, en zinc, en B12. A priori, là, il n'y a pas de problème. Le seul éventuellement point à surveiller, c'est le fer. Donc, en cas de fatigue intense, par exemple, ou si on fait partie d'une population un peu à besoins spécifiques, c'est-à-dire les femmes qui vont avoir des règles abondantes ou qui ont un projet de grossesse ou une grossesse en cours, ou des seniors, bon là, il vaut mieux faut surveiller ces taux de fer et de ferritine, donc les faire doser via un bilan sanguin. En revanche, alors si vous ne mangez pas de poisson, donc seulement des œufs et des produits laitiers, là, il peut y avoir un risque de manque de fer et ou d'oméga 3, en fait, sous les formes les mieux assimilées par l'organisme.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga-3, en fait, se trouvent sous 3 formes différentes. Donc, on a la forme végétale, c'est l'ALA, qu'on va trouver dans les graines de lin, par exemple les noix, les huiles de noix, de colza, de chanvre, etc. Et on a les formes que l'on trouve dans les produits d'origine animale, donc dans les poissons gras en particulier, et ce sont le DHA et le PA. Or, évidemment, ces 2 dernières formes vont être les formes les plus assimilées par l'organisme. Et si on apporte seulement des oméga-3 sous forme végétale à l'organisme, il doit les convertir en fait lui-même en EPA et DHA. Et c'est un process qui n'est pas toujours forcément bien réussi dans l'organisme, donc on peut en manquer. Donc effectivement, dans ce cas-là, la bonne idée, c'est d'opter pour des œufs et des produits laitiers, mais qui vont être issus de la filière lin ou de la filière bleu blanc cœur. On les trouve en grande surface ou en magasin bio. L'alimentation des animaux est enrichie en graines de lin ou luzerne. Et du coup, les produits qui vont être issus de ces animaux vont être naturellement enrichis en oméga-3. Et puis ensuite, avec un médecin ou un professionnel de santé, on peut voir si une supplémentation en fer ou en oméga-3 s'impose éventuellement. Et puis, il y a le dernier cas, effectivement, où on mange pas du tout de protéines animales, donc c'est-à-dire pas d'œufs, pas de produits laitiers. Et là, il y a un risque de carence qui va être accru en protéines, en fer, en zinc, en oméga-3, en B12 surtout, puisque la B12 là, ne se trouve que dans les produits d'origine animale. Donc là, effectivement, souvent, il faut quand même une supplémentation prescrite par un médecin et puis de bonnes connaissances en matière de nutrition pour bien équilibrer son alimentation au quotidien, couvrir ses besoins en acides aminés, en nutriments essentiels aussi de façon générale. Donc voilà, là, ça nécessite aussi de passer un petit peu de temps dans les livres et sur Internet pour se documenter. Très bien, merci, super complet. On parle aussi souvent d'antinutriments. C'est quoi finalement les antinutriments, Carole? Alors, ce sont des composés en fait qu'on va trouver dans les végétaux et en particulier à nouveau dans les céréales, alors surtout complètes, c'est au niveau de l'enveloppe du grain, dans les légumes secs et dans les oléagineux. Et en fait, ces composés vont empêcher l'assimilation de certains nutriments, donc d'où leur nom d'antinutriments, en se liant avec eux. Donc les plus connus, ce sont les phytates, les oxalates et les lectines. Il y a les tannins aussi. Et donc, en fait, ces composés-là vont limiter l'assimilation, par exemple, des protéines, de certains oligo-éléments ou de certains minéraux. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont quand même neutralisés par certains facteurs, donc par la cuisson notamment, par le trempage dont on parlait, et par la fermentation. Donc, c'est vrai que pour limiter ce phénomène, quand on prépare des lentilles, du riz complet, du petit épeautre, par exemple, on a intérêt à les faire tremper au préalable. Donc, ça permet vraiment de dégrader certains composés aussi, on va mieux les digérer. Et même chose pour les noisettes ou les amandes. Si vous en consommez au petit déjeuner, par exemple, c'est intéressant de les mettre à tremper la veille au soir, par exemple, dans de l'eau. Et puis comme ça, le matin, on les égoutte, on les rince et c'est aussi des aliments qui vont être mieux digérés de cette façon. D'accord. Alors, protéines complètes, protéines incomplètes, pour certaines personnes, c'est pas forcément toujours clair. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les deux? Oui, alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines sont constituées d'acides aminés. On en a 22 qui servent à la construction de base en fait des protéines, et le corps humain est capable de fabriquer certains acides aminés, mais pas tous. Donc en fait, certains, ceux qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme, doivent être apportés directement par l'alimentation, et ils sont dits essentiels. On en compte 9. Voilà pour la petite information. Mais chez les végétariens, ça va être une notion essentielle à connaître, parce que les protéines animales sont complètes, mais les protéines végétales, en revanche, sont globalement incomplètes. C'est-à-dire que, hormis le soja et le quinoa qui sont à part, elles vont manquer de certains acides aminés. Donc, les végétariens qui vont consommer beaucoup de céréales et de légumes secs, naturellement, on va dire, dans leur alimentation, vont avoir besoin de trouver leurs protéines, vont avoir besoin de reconstituer des protéines complètes en associant, en fait, céréales et légumes secs. Donc c'est pour ça qu'on conseille en général d'associer donc céréales, légumes secs au cours d'un même repas, voire d'une même journée, et d'ajouter éventuellement aussi des graines et oléagineux. Comme ça, l'organisme peut retrouver ses protéines complètes. Pour vous, de votre côté, quelles sont les meilleures sources de protéines végétales? C'est vrai que les légumes secs, on en revient encore à eux, mais ils sont vraiment très intéressants. Donc lentilles de toutes les couleurs, pois chiches, haricots secs, flageolets, fèves, etc. Sont des aliments qui vont être très intéressants parce que, outre effectivement leur teneur en protéines, ils vont avoir un index glycémique bas, ils vont contenir des fibres en quantité, donc il y a aussi un effet antifringal, il y a un effet prévention diabète, on va dire. Sont des aliments qui sont faciles à conserver, qui se conservent longtemps à la maison, qu'on peut aussi acheter en bocaux. Donc là, il suffit de les rincer, de les réchauffer. C'est pratique aussi à préparer. Après, leur seul écueil, ça va être leur teneur en protéines qui vont être effectivement incomplètes. Et il va falloir les compléter en les associant avec des céréales ou des oléagineux.
Comme quoi, comme sorte d'oléagineux, du coup? Par exemple, quand vous faites des salades, vous pouvez associer des lentilles avec du quinoa ou du riz complet, et puis on va ajouter après au choix des amandes, des pignons, par exemple, des graines de courge, des graines de lin, qui vont être très intéressantes pour les oméga-3, des graines de chanvre. Voilà, on a à disposition effectivement plein de graines et de noix, et on peut mettre des noix de cajou, on peut mettre des noix de pécan, on a tout un panel de goûts, en plus c'est vraiment intéressant. Carole, je sais que vous avez écrit des super livres, dont certains dans lesquels vous mentionnez certaines recettes justement dans lesquelles on peut aller retrouver des chouettes sources de protéines végétales et comprendre du coup comment les utiliser. Est-ce que vous pouvez nous donner l'un ou l'autre nom de ces bouquins? Oui, par exemple, vous avez alors un petit livre tout simple, c'est mes petites recettes magiques aux protéines végétales aux éditions Le Duc. Et dans une version un petit peu plus dense, on va dire, on a ma Bible de l'alimentation végétarienne, flexitarienne et végétalienne, toujours aux éditions Le Duc. Génial, merci. Un autre sujet, mais toujours lié forcément aux alternatives végétales, puis du calcium, du coup, est-ce qu'on retrouve aussi du calcium dans les produits végétaux? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pense immédiatement produits laitiers quand on pense calcium, mais en fait, on en trouve aussi dans les choux. Dans les graines et oléagineux, par exemple sésame et amandes en sont très riches, et on trouve aussi du calcium dans les algues. Et c'est vrai que souvent on trouve du lithotame dans les boissons végétales, par exemple comme supplémentation en calcium. Et puis on trouve du calcium bien sûr dans les eaux minérales, dans certaines eaux minérales, en tout cas calciques, et c'est une excellente façon de faire le plein de calcium. Alors après, c'est vrai qu'il y a débat sur l'assimilation du calcium végétal versus le calcium présent dans les produits laitiers. Donc là, moi, en tant que journaliste, hélas, je ne suis pas chercheur ni scientifique, donc les études varient, on va dire. Mais en tout cas, bon, le calcium végétal, même s'il est un peu moins bien assimilé, le sera toujours. Et ce qu'il faut surtout penser à faire, c'est à bien consommer de la vitamine D en même temps pour fixer le calcium. Parce qu'effectivement, faire le plein de calcium, c'est bien, mais le fixer ensuite, c'est un autre problème. Donc la vitamine D, on la trouve surtout dans les poissons gras et les produits laitiers entiers. Donc là, en fait, à nouveau, petit problème pour les végétaliens éventuellement qui n'en consommeraient pas. Donc dans ce cas-là, pareil, c'est bien de se faire supplémenter en vitamine D. Cela dit, c'est le cas aussi de tous les omnivores, souvent l'hiver, qui sont supplémentés en vitamine D. Oui, on remarque qu'il y a de manière générale des carences chez la plupart des êtres humains en vitamine D parce que on n'a pas tous la chance d'avoir du soleil, de consommer les bons produits, etc. Donc, de manière générale, je pense que c'est quelque chose qui est très souvent testé par les médecins dans les prises de sang pour voir un petit peu où se situent les besoins. Alors, c'est vrai que la vitamine D est aussi majoritairement synthétisée quand on s'expose au soleil. Mais donc l'hiver, effectivement, quand on est un peu moins ensoleillé, la météo est moins ensoleillée, on a plus de mal à faire cette transformation de cholestérol, puisque c'est le cholestérol qui est transformé en vitamine D aussi. Alors, j'avais une question encore par rapport au seitan. Alors, c'est un aliment, effectivement, qu'on trouve en magasin bio ou diététique. C'est un aliment qui est très intéressant parce qu'il est très protéiné, il est pauvre en lipides, donc il est peu calorique. Et quand on fait attention à son poids, il est intéressant dans le cadre d'un régime végétarien. En revanche, son problème, c'est qu'il est fait 100% à partir de gluten, de blé. Donc ou de blé ou d'ailleurs d'autres céréales type d'épeautre, on en trouve aussi un petit peu, mais effectivement il est 100% gluten. Donc évidemment ça le rend totalement interdit aux cœliaques, aux intolérants au gluten, et puis à tous les gens qui sont hypersensibles au gluten, c'est-à-dire chez qui le gluten pose des problèmes de digestion, mais qui ne sont pas diagnostiqués cœliaques. En revanche, après, pour tous les autres, c'est un aliment qui est vraiment sympa à cuisiner parce qu'en termes de texture, il se prête à plein de préparations. On peut en faire des genres de mijotés, un peu type pot-au-feu ou curry, et dans du lait de coco ou dans un bouillon, avec des légumes, c'est vraiment un aliment sympa. On peut en faire des sortes de brochettes aussi qui sont intéressantes. On peut en faire vraiment diverses préparations. Donc en cuisine, il est aussi vraiment sympa à cuisiner. Tout à fait. Pour remplacer la viande, il existe aussi des produits à base de soja, mais on sait qu'il y a une grosse controverse autour du soja. Il y a eu pas mal d'émissions, pas mal d'articles qui ont été écrits sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est une très bonne source de protéines d'un point de vue acides aminés, justement. Donc, il tient une place de choix un peu dans l'alimentation des végétariens. C'est vrai que c'est un aliment auquel on pense tout de suite.
mais il est controversé. Alors d'un point de vue environnemental, bien sûr, c'est une culture qui pose souci au niveau mondial. On sait que c'est une culture qui, dans certaines parties du monde, va participer à la déforestation de façon considérable, et puis qui est aussi beaucoup traitée. Donc, qui est beaucoup traité, qui est sujet à être OGM. Donc c'est vrai que pour ça, l'idée c'est de le prendre toujours français, parce que là au moins c'est la garantie de ne pas avoir d'OGM, et puis d'avoir des cultures qui sont un petit peu plus raisonnées. Après, sur le plan nutritionnel, les études divergent aussi. C'est vrai que le soja va contenir des phytoœstrogènes, et ce sont des composés qui vont mimer le comportement donc, de nos hormones, les œstrogènes, et qui en excès seraient susceptibles d'interagir avec les récepteurs de ces hormones, qui pourraient donc perturber le système hormonal, voire favoriser des cancers hormonodépendants, ou chez les enfants avancer l'âge de la puberté. Donc globalement, effectivement, on adopte le principe de précaution. On l'évite chez les enfants et les ados, ça c'est une certitude. Et puis après, chez les adultes au quotidien, on n'en fait pas un pilier d'alimentation, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer du tofu 2 fois par jour, plus du lait de soja, plus des yaourts de soja par exemple. Voilà, la clé de toute façon, c'est de varier son alimentation comme toujours. Et si on peut en consommer de temps en temps, on n'en fait pas un incontournable, on va dire, du quotidien. Ouais. Et alors, pour revenir sur un sujet déjà évoqué, les produits laitiers, on mentionnait les produits laitiers peuvent être une source de calcium. Les produits laitiers sont aussi bannis dans les régimes véganes. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que c'est vrai que d'un côté, on entend que les produits laitiers, c'est bon parce que ça apporte du calcium et donc c'est bon pour les os. Ça peut être source de protéines. Mais d'un autre côté, on entend qu'en fait, c'est pas forcément ce calcium-là qui est le mieux à assimiler. On entend pas mal de polémiques aussi sur les effets que peuvent avoir les produits laitiers sur la santé. On parle parfois d'ostéoporose, au final, de problèmes que ça peut engendrer sur les os. Quel est votre point de vue et qu'est-ce que vous recommanderiez comme conseil? Là, c'est vrai que vous avez bien résumé un peu tout ce qu'on entend, toutes les controverses. Et c'est vrai qu'il y a des documentaires entiers qui ont été consacrés, des livres. Moi, en tant que journaliste, disons, et pas de professionnel de santé, à mon sens, ils ne sont ni à diaboliser, ni à consommer en excès. L'idée, c'est de les varier aussi un peu selon ses goûts et sa tolérance. Vous avez des gens qui vont préférer le fromage à pâte dure, on va dire d'autres les yaourts, ou ce sont des produits qui vont poser des problèmes de digestion aussi chez d'autres personnes. Donc voilà, pour moi, c'est un peu faire en fonction de sa tolérance. C'est vrai que les yaourts et le fromage vont être intéressants pour le microbiote parce qu'ils vont aussi apporter des ferments qui sont intéressants. Après, on a un problème de digestion qui est posé par le lactose. C'est le principal sucre du lait. Donc ça va être plutôt valable pour tout ce qui est fromage frais, les fromages blancs ou la crème fraîche, par exemple. Donc voilà, après, c'est un peu question de choix personnel. On peut, à mon avis, aussi varier, c'est-à-dire opter pour des produits laitiers à base de lait de brebis ou de chèvre, qui sont réputés pour être plus digestes parce que la taille de la molécule de protéines, en fait, va être un peu plus petite, donc ça sera souvent plus digeste. Et puis, on peut globalement se dire qu'on se limite à 2 portions par jour. Voilà, c'est largement suffisant. Ça permet aussi de combler les besoins en calcium, dans le cadre d'une alimentation équilibrée aussi, bien sûr, et d'autres sources de calcium. Mais voilà, sans excès, je pense que c'est bien. Et donc, une portion, effectivement, c'est un yaourt ou 30 grammes de fromage ou 125 millilitres de lait à peu près. D'accord, ok. Et du coup, une journée végétarienne équilibrée, à quoi ça ressemblerait? Alors, ça ressemblerait à une base de toute façon de légumes crus et cuits, avec des fruits, des céréales et des légumes secs, des oléagineux et une bonne huile riche en oméga 3 végétaux. Et puis une recette éventuellement au sein de tout ça qui intégrerait un œuf et du fromage. Donc, par exemple, au petit déjeuner, on pourrait avoir un porridge de graines de chia qui sont riches en oméga 3, avec du lait, alors au choix animal ou végétal, et des fruits frais. À midi, si on déjeune au bureau, par exemple, on peut emporter une petite lunchbox avec du quinoa, des lentilles corail, un œuf mollet, et puis des légumes, donc des petites feuilles d'épinards, par exemple, des noix, un peu d'huile de noix et des herbes fraîches. Et on termine avec une salade de fruits riche en vitamine C, justement, pour fixer le fer des lentilles et des épinards. Et puis le soir, on peut faire un potage de légumes, et puis pourquoi pas un gratin de pâtes avec des légumes et un peu de fromage, et puis un yaourt, alors au choix, animal ou végétal, et puis une compote et quelques amandes.
D'accord, super, merci pour les précieux conseils. Les personnes qui ont des modes de vie végétariens ou même autres, parfois des modes de vie qui sont même plus contraignants comme le régime végétalien, sont des personnes qui subissent parfois de la pression parce que c'est pas forcément quelque chose qui est accepté partout. Quand on va au restaurant, il n'y a pas forcément toujours tout ce qu'il faut sur la carte. Quand on est invité et que la personne a déjà préparé à manger, qu'il y a de la viande ou quoi dedans, c'est pas toujours facile. Et c'est clair qu'on se retrouve parfois un petit peu isolé. Comment est-ce qu'on peut faire face, je dirais, à la pression sociale et quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui peuvent se retrouver dans ce type de situation et qui pourraient avoir du mal et pourraient céder ou pourraient ne pas toujours se sentir bien vis-à-vis de leur entourage? C'est vrai que malheureusement, l'alimentation, c'est un vrai sujet de critique. Et quelle que soit l'alimentation, c'est-à-dire que si on mange trop sain, on est critiqué. Si on mange trop gras, on est critiqué. Si on mange pas assez, on est rabat-joie. Si on mange trop, on est qualifié d'ogre. Enfin bref. Et c'est comme l'alcool, si vous ne buvez pas, vous savez pas vous amuser. Enfin voilà. Donc de toute façon, moi j'ai tendance à dire qu'on est critiqué quoi qu'on fasse. Donc de ne pas en tenir compte, de ne pas se forcer à consommer quelque chose qui nous fait pas envie parce qu'on y est forcé ou parce qu'on a un jugement ou parce qu'on est critiqué par des gens. Après, pour moi, effectivement, pour faire face à toutes ces situations, le mieux, c'est toujours de prévoir à l'avance. Donc, c'est vrai que si on va déjeuner chez des amis, et si ce sont des amis, je pense qu'on peut très facilement leur dire et ils sauront s'adapter. Si on nous propose un restaurant, peut-être qu'on peut regarder aussi au préalable la carte sur Internet, parce qu'on trouve souvent maintenant les cartes en ligne sur les sites des restos, donc on sait à peu près à quoi s'attendre et éventuellement on peut toujours réussir à trouver quand même des options maintenant à peu près dans tous les restaurants, mais c'est vrai que si on nous propose un restaurant de viande, on peut peut-être aussi contre-proposer une autre adresse en disant tiens, moi j'ai vu un restaurant thaï ou un resto voilà, il y a des types de restaurants où on sait qu'on trouvera plus facilement quand même des options végétariennes. Et puis sinon, pour moi, c'est vraiment ne pas hésiter à demander au restaurant, non, est-ce que vous auriez plutôt des légumes ou avec du riz, avec voilà. Moi, je pense qu'il faut dire ce qu'on souhaite et pas se laisser influencer. Ouais, c'est un excellent conseil. Chez Quasi Demi, on se lève tous les matins avec un souhait, celui de rendre le monde plus sain. De votre côté, si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, dans la société, qu'est-ce que ce serait? Moi, ça serait la pollution et la pollution des océans que je trouve absolument dramatique. Ouais, c'est vrai que le plastique dans les océans, notamment, je sais que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a d'ailleurs déjà essayé de soutenir à plusieurs reprises ou soutenu à plusieurs reprises des organismes qui luttent pour protéger les océans. Et malheureusement, il y a trop de déchets. Il faut qu'on trouve des solutions. Donc, c'est un très bon problème à résoudre. On va finir par quelque chose d'un peu plus fun pour mieux vous connaître. Je vais vous demander de choisir entre deux mots que je vais citer. Tofu ou tempeh? Tofu, malgré tout ce qu'on a dit. Ciné ou rando? Les deux, selon la météo. Smoothie ou latte? Latte, toujours. Bière belge ou kombucha? Kombucha. Ah, bon choix. Ville ou nature? Ville, par obligation. Lève-tôt ou couche-tôt ou lève-tard, couche-tard? Lève-tôt, couche-tôt. Depuis toujours. Très bien, très bien. Merci infiniment, Carole. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut vous suivre, si on veut lire vos bouquins, si on veut lire les articles que vous écrivez? Sur Amazon pour tous les livres, au magazine Saveur aujourd'hui pour les magazines et éventuellement sur mon compte Instagram Carole Food. Super, super. Merci beaucoup, Carole, et à très bientôt. Merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à lui noter un 5 étoiles et surtout, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!